Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous intitulé « Je nous invite à ». L'objectif de cette rencontre est d'analyser des sujets qui touchent la communauté africaine et particulièrement la République démocratique du Congo et de promouvoir des actions concrètes. Je suis Lila Sansa Oumba, juriste et présidente fondatrice de la Ligue internationale de défense des droits de la femme congolaise, conférencière et auteure. Passionnée par les questions des droits humains et engagée dans la sensibilisation des injustices qui touchent la communauté congolaise et plus largement la communauté africaine, je vous apporte un regard professionnel et authentique sur les enjeux des droits humains. Découvrez sur ma chaîne des vidéos éducatives et inspirantes sur les droits fondamentaux et les défis qui touchent la communauté africaine et particulièrement la République démocratique du Congo. Pour la deuxième édition de ce rendez-vous, nous allons aborder un sujet crucial, l'intelligence artificielle, l'IA et son rôle dans la discrimination, dans l'accès aux services publics tels que la santé, l'emploi et les prestations sociales. Avant de débuter cette analyse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à laisser vos commentaires qui peuvent aider d'autres personnes et à liker la vidéo pour le référencement YouTube. Ceci étant dit, plongeons-nous dans l'analyse du sujet. Pourquoi le sujet l'IA, outil de discrimination dans l'accès aux services publics, est-il important? Pour répondre à cette question, je vais vous parler du cas de deux personnes, l'histoire de Madame D et celui de Monsieur M. Commençons d'abord par l'histoire de Madame D. Madame D, d'origine sénégalaise, vit en France depuis plusieurs années. Elle est parent isolé et a 3 enfants. Elle est considérée par l'administration comme une famille dite monoparentale. La famille de Madame D bénéficie de diverses allocations familiales et de logement de la Caisse d'allocation familiale, la CAF. Madame D vit dans un quartier dit défavorisé et a un revenu modeste. Un jour, Madame D est contactée par la CAF pour un contrôle. Pour réaliser ce contrôle, la CAF demande à Madame D de fournir un certain nombre de documents et de justificatifs pour vérifier qu'elle et sa famille ont droit aux allocations. On demande à Madame D de fournir ses relevés bancaires, ses factures de téléphone et sa consommation auprès des fournisseurs d'énergie tels que EDF, JDF, etc. Le processus de contrôle de la CAF est long et stressant. Le jour du contrôle, l'agent de la CAF épluche chaque ligne des comptes bancaires de Madame D, ainsi que les dépenses qu'elle a faites chez les commerçants. L'agent de la CAF lui demande même pourquoi elle a fait des retraits d'argent en espèces. Il lui demande même est-ce qu'elle envoie de l'argent à sa famille en Afrique. Le contrôle de la CAF est visiblement intrusif et exigeant. Sachant que pendant cette période de contrôle qui dure des semaines, ça peut même durer des mois, les allocations de la famille de Madame D sont suspendues, ce qui aggrave la précarité financière de la famille monoparentale. Madame D décide de contacter une association spécialisée dans la défense des droits des étrangers et des allocataires. L'association aide Madame D à rédiger un courrier et demande des explications à la CAF sur les raisons de ce contrôle. L'association découvre que la CAF utilise un algorithme de notation des risques. Des facteurs tels que le chômage, le faible revenu, la résidence dans un quartier défavorisé, le fait d'être un parent isolé, l'instabilité professionnelle ou des changements de domicile fréquents, tout cela va permettre d'attribuer un score, une note. Et cette note va suspecter la personne de fraude aux prestations sociales.
L'association et Madame D décident aussitôt de saisir le défenseur des droits pour dénoncer cette situation discriminatoire. Nous voyons bien que le cas de Madame D illustre la manière dont l'intelligence artificielle, l'IA, est utilisée pour déterminer les droits, l'éligibilité aux prestations sociales et cause des violations des droits, à savoir des discriminations, la violation de l'intimité, des humiliations, la stigmatisation de populations et les violations en matière de droits humains. Poursuivons à présent avec l'histoire de Monsieur M. Monsieur M est un ressortissant congolais vivant en France depuis plusieurs années. Il doit renouveler son titre de séjour pour continuer à résider et travailler légalement dans le pays. Comme beaucoup d'autres, il doit désormais passer par une procédure de demande dématérialisée en ligne via la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France, en sigle ANEF. Or, M. M ne dispose pas d'un accès fiable à Internet chez lui puisqu'il ne possède pas d'ordinateur. Il doit donc se rendre dans une bibliothèque publique pour utiliser un ordinateur. De plus, le site Internet de l'administration numérique pour les étrangers en France, en sigle ANEF, est souvent surchargé, compliqué pour naviguer et trouver des informations. Tout cela rend la navigation sur le site et la prise de rendez-vous très difficile. En plus, chaque fois que M. M tente de prendre un rendez-vous en ligne, le système affiche qu'il n'y a pas de créneau disponible. M. M décide de se déplacer directement à la préfecture de son lieu de résidence. Là, il attend des heures devant la grille avec d'autres personnes. Mais quand son tour arrive, un agent de sécurité refuse de lui donner accès au service d'accueil. M. M lui explique sa situation. Malheureusement, l'agent de sécurité lui indique que l'accès à l'accueil se fait uniquement sur rendez-vous et qu'il doit s'adresser à la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France, en sigle ANEF. M. M ne désespère pas. Il revient plusieurs fois sur les lieux. Il revient pendant plusieurs jours. Il revient même pendant plusieurs mois. Il revient sous le froid, par mauvais temps. Et toujours la même réponse lui est adressée. Il doit se connecter à la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France, en sigle ANEF. Pendant ce temps, le titre de séjour de M. M a expiré, ce qui le place dans une situation irrégulière. Sans titre de séjour valable, il ne peut pas travailler légalement et il risque de perdre son emploi. M. M tombe malade du fait de ses attentes sous le froid et la pluie. Malheureusement, il a également du mal à accéder aux services de santé et à d'autres services publics essentiels. Nous voyons que le cas de M. M illustre la manière dont la dématérialisation d'un service, ici les demandes de titres de séjour, la manière dont c'est utilisé de façon discriminatoire, ce qui crée des obstacles aux personnes en situation régulière pour les mettre dans une situation irrégulière en vue de les expulser par obligation de quitter le territoire français, OQTF. Voilà pourquoi le sujet l'IA, outil de discrimination dans l'accès aux services publics, est très important. Si vous pensez que des personnes autour de vous sont susceptibles d'être victimes de discrimination causée par l'intelligence artificielle, l'IA, dans les services publics, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo afin qu'elles puissent bénéficier à leur tour de ces informations et des solutions proposées.
Avant d'aborder l'analyse juridique de ce sujet et proposer des solutions, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus, à laisser vos commentaires et à liker la vidéo. Nous allons maintenant analyser juridiquement le sujet l'IA, outil de discrimination dans l'accès aux services publics. Pour ce faire, il convient de définir le principe d'égalité dans l'accès aux services publics, puis identifier les textes nationaux et internationaux qui régissent ce principe. Le principe d'égalité dans l'accès aux services publics en France est un principe fondamental qui garantit que tous les usagers doivent pouvoir accéder aux services publics dans des conditions identiques sans discrimination. Telle est la définition de ce principe. Ce principe impose que les services publics soient fournis de manière indifférenciée, c'est-à-dire sans tenir compte des particularismes des usagers ou du personnel. L'objectif ici est de garantir un traitement non discriminatoire pour tous les usagers des services publics. Alors on peut se demander quels textes nationaux régissent le principe d'égalité. Il y a 3 textes nationaux qui régissent ce principe. Tout d'abord, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Son article 6 dispose que, je cite, « La loi doit être la même pour tous ». Les personnes dans la même situation doivent donc être traitées de manière identique. Sachant que liberté, égalité, fraternité est la devise de la République française. Donc l'égalité, consacrée lors de l'abolition des privilèges en 1789, est un principe à valeur constitutionnelle. Le deuxième texte qui régit le principe d'égalité est la Constitution de la Ve République. Le principe d'égalité est consacré par le préambule de la Constitution de 1946 et par la Constitution de 1958. Ces 2 textes font partie de ce que l'on appelle le bloc de constitutionnalité. Enfin, le 3e texte qui régit le principe d'égalité est le Code pénal français. En effet, le Code pénal sanctionne les distinctions fondées sur l'origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l'apparence physique, la vulnérabilité résultant de la situation économique, le nom, le lieu de résidence, l'état de santé, le handicap, l'orientation sexuelle, etc. Face à ces textes qui posent le principe d'égalité, il existe des exceptions. C'est-à-dire que le principe d'égalité ne va pas s'appliquer de la même façon, c'est-à-dire de façon stricte, dans tous les domaines. Des différences de traitement sont admises pour rétablir une égalité insuffisante. Par exemple, des dispositions éducatives, économiques ou sociaux existent pour compenser un handicap individuel, social ou géographique. C'est le cas par exemple des bourses d'études, des exonérations d'impôts, etc. Alors qu'en est-il des textes internationaux qui régissent le principe d'égalité ? En effet, il existe 3 textes internationaux qui vont poser le principe d'égalité. Tout d'abord, la Convention européenne des droits de l'homme, en sigle CEDH, dans lequel, à son article 14, il est interdit de pratiquer la discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention. Le deuxième texte international, c'est la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans son article 21, il est posé l'interdiction de toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, les appartenances à une minorité nationale,
la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Enfin, le troisième texte international, qui régit le principe d'égalité, est le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en sigle PIDCP. L'article 26 de ce texte dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. Nous voyons donc bien qu'au total, 6 textes importants, qu'ils soient nationaux ou internationaux, établissent un cadre juridique solide en France pour garantir l'égalité d'accès aux services publics et lutter contre les discriminations. Revenons à présent à l'analyse de notre sujet. Commençons d'abord par l'accès aux services publics pour les étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour. Déjà en 2021, au Sénat, Madame Laurence Rossignol a attiré l'attention du ministère de l'Intérieur sur les difficultés rencontrées par les étrangers pour déposer une demande de titre de séjour en raison de la dématérialisation des procédures. Alors, pour mieux comprendre le sujet, il convient de définir ce qu'est la dématérialisation. La dématérialisation, c'est le fait de transformer des documents et des procédures d'une entreprise ou d'un service administratif d'un État, de le transformer en format numérique, format Internet. Ça permet aux personnes, aux citoyens, aux clients, etc., de gérer tout cela en ligne. Par exemple, au lieu de se rendre en personne à la préfecture pour demander un titre de séjour, le citoyen va pouvoir le faire par Internet. Cela peut économiser du temps, mais cela peut être également un obstacle pour ceux qui ont du mal avec la technologie. En 2018, un rapport du Défenseur des droits avait mis en évidence les défaillances de la dématérialisation qui touchaient particulièrement les étrangers. 30 préfectures rendaient obligatoire la demande de rendez-vous par Internet pour demander et déposer une demande de titre de séjour. Même si les personnes concernées avaient certes accès à Internet, le problème se posait sur la conception des sites Internet des préfectures et des modalités d'organisation qui empêchaient les personnes de déposer une demande de titre de séjour. Du coup, cette dématérialisation invisibilisait l'attente des demandeurs pour accéder aux services publics. Le Défenseur des droits avait saisi les préfectures pour leur rappeler que cette impossibilité d'obtenir un rendez-vous constituait une atteinte aux droits des personnes en qualité d'usagers du service public, bien que ce soit des personnes étrangères. Cela les plaçait dans une position de grande vulnérabilité et les maintenait dans une situation irrégulière au regard de leur titre administratif, leur titre de séjour. Certaines préfectures avaient répondu que c'était pas possible de transmettre des informations sur les dossiers des personnes qui n'avaient pas encore déposé de demande et elles les avaient invitées à prendre rendez-vous sur le site Internet. Malgré ça, le Défenseur des droits avait quand même maintenu son instruction en insistant sur le fait que cette réponse n'était pas suffisante et qu'il était nécessaire absolument qu'il y ait une rencontre physique à défaut d'avoir à saisir les informations par Internet. Le Défenseur des droits avait souligné que les concepteurs des sites Internet de la préfecture ne pouvaient pas oublier de créer numériquement un dispositif juridique existant, ce qui empêchait les personnes de réaliser leurs démarches. D'ailleurs, l'État français était bien conscient que cette situation plaçait les demandeurs de titres de séjour dans une précarité très importante. Face à toutes ces violations de droits, quelle est la position des juges français ?
La France a été en effet condamnée à plusieurs reprises pour discrimination dans l'accès aux services publics, notamment à l'égard des étrangers. Tout d'abord, un premier arrêt datant du 18 février 2021, rendu par le tribunal administratif de Rouen, avait annulé un arrêté pris par le préfet de la Seine-Maritime du 6 mars 2020. Le préfet de Seine-Maritime, en effet, imposait aux étrangers l'obligation de déposer certaines premières demandes de titre de séjour exclusivement par voie dématérialisée. Bien que cet arrêté ait été abrogé en 2020, donc c'est-à-dire qu'il n'existe plus, le tribunal administratif avait à l'époque annulé cet arrêté préfectoral en se basant sur deux arguments principaux. Le premier, le fait que l'arrêté préfectoral de mars 2020 n'était pas conforme avec l'article R 311-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, cet article R 311-1 impose que les demandes de titre de séjour soient présentées physiquement à la préfecture ou transmises par voie postale. Donc, le tribunal administratif a conclu que le préfet ne pouvait exiger exclusivement des procédés dématérialisés. Le deuxième argument concerne le fait que l'arrêté préfectoral de mars 2020 était incompatible avec le Code des relations entre le public et l'administration. En effet, le juge administratif de Rouen avait constaté que les téléservices obligatoires, donc la dématérialisation, instaurés par l'arrêté préfectoral, étaient contraires au décret de 2015 qui exclut les démarches relatives au titre de séjour de l'utilisation obligatoire de la dématérialisation. En résumé, en annulant donc cet arrêté préfectoral de mars 2020, le tribunal administratif de Rouen reconnaissait que les mesures prises dans le cadre de cet arrêté préfectoral violaient les droits des usagers puisqu'ils rendaient la dématérialisation exclusivement obligatoire pour accéder au titre de séjour. La même année, toujours en 2021, 23 préfectures ont été assignées en justice pour avoir imposé l'usage exclusif d'Internet, donc de la dématérialisation, pour les demandes de titres de séjour, sans proposer, sans offrir une alternative, une possibilité de rencontre physique, ce qui est contraire à la loi. Ces pratiques ont entraîné par la suite une explosion de recours devant les tribunaux administratifs avec des milliers de personnes étrangères incapables d'accéder aux services publics essentiels. Nous voyons bien ici que le numérique, qui est censé simplifier les démarches, la dématérialisation, devient un obstacle majeur en privant les usagers, et en l'occurrence les étrangers, d'un accès direct au guichet et d'un échange humain qui est indispensable. Du coup, les personnes sans papier sont particulièrement touchées et souvent bloquées pendant des mois, voire même des années dans leur démarche de régularisation. Voilà pourquoi l'association La CIMAD et ses partenaires décident de dénoncer cette politique qui restreint consciemment l'accès au séjour et appelle à un service public plus inclusif et respectueux des droits. Poursuivons notre analyse sur l'accès aux services publics pour les étrangers, à savoir le contrôle fait par les CAF. Grâce à la saisine du défenseur des droits, la CAF a accepté de réexaminer le dossier de Madame D et de lever la suspension de ses allocations. Le défenseur des droits a rappelé à la CAF l'importance de garantir l'égalité de traitement pour tous les allocataires,
indépendamment de leur origine ou de leur situation socio-économique. D'ailleurs, le rapport de la Quadrature du Net souligne également des dysfonctionnements du système de notation des risques de la CAF qui stigmatise les groupes marginalisés et viole les normes internationales en matière de droits humains. Nous voyons bien que l'IA est de plus en plus utilisée dans différents domaines, y compris les services publics. Cependant, cet outil peut perpétuer et même aggraver les discriminations existantes. D'ailleurs, le sommet de l'IA qui s'est tenu à Paris du 6 au 11 février 2025 a été une occasion cruciale pour discuter de la réglementation de l'intelligence artificielle IA et de ses impacts sur les droits humains. D'ailleurs, la directrice du programme Technologie et droits humains d'Amnesty International, Madame Damini Satidja, avait souligné l'importance de centrer les discussions sur une réglementation contraignante et applicable pour réduire les préjudices causés par l'intelligence artificielle, l'IA. D'ailleurs, selon un article d'Amnesty International, les autorités suédoises ont été appelées à faire cesser l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle discriminatoires dans les agences de protection sociale, un petit peu comme ce qui se passe en France. Il est donc aussi important de rappeler que dans le domaine de la santé, les algorithmes peuvent prioriser certains patients au détriment d'autres, basés sur des données biaisées. En matière d'emploi également, des systèmes de recrutement automatisés peuvent discriminer les candidats en fonction de leurs origines ethniques, de leur sexe ou de leur âge. Avant d'aborder les solutions pour lutter contre les discriminations de l'intelligence artificielle IA dans l'accès aux services publics, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus, à laisser vos commentaires et à liker la vidéo. Quelles solutions proposer aux personnes victimes de discrimination de l'IA dans l'accès aux services publics? Ces personnes peuvent prendre plusieurs mesures pour défendre leurs droits. Voici quelques solutions concrètes. Tout d'abord, ne restez pas isolés. Pensez à demander de l'aide. Ensuite, vous pouvez contacter des associations comme la CIMAD, la Ligue des droits de l'homme ou encore SOS Racisme qui peuvent vous accompagner et vous conseiller dans vos démarches. J'ai mis le lien vers les sites dans le descriptif de la vidéo. L'autre solution, c'est de demander l'accès à vos données. Ça va concerner essentiellement les contrôles de la CAF. Vous pouvez rédiger un courrier pour demander l'accès aux logiciels qui utilisent vos données afin de vérifier les critères de contrôle. Ce type de courrier, vous pouvez le trouver au travers du site de la Quadrature du Net. Vous pouvez ensuite saisir le défenseur des droits. En effet, le défenseur des droits est une autorité indépendante qui peut vous aider à résoudre des situations de discrimination. Il y en a normalement 250 experts à Paris, spécialement des juristes, et 570 délégués à peu près de chez vous dans toute la France. Sachez que leur aide est gratuite. Ils sont à votre écoute. Vous pouvez les saisir soit en ligne, donc par Internet, par mail. Vous pouvez les saisir également par courrier ou alors vous rendre sur place lors d'une permanence chez les délégués qui représentent la structure. J'ai mis le lien vers leur site dans le descriptif de la vidéo. L'autre solution est de porter plainte. Si vous êtes victime de discrimination, vous pouvez porter plainte auprès du procureur de la République ou engager une action en justice devant le tribunal civil ou tribunal administratif en fonction du litige concerné. Vous pouvez également agir en partageant cette vidéo, en faisant de façon à ce que nous puissions sensibiliser un grand nombre de personnes autour de nous, autour de vous.
les sensibiliser face au danger de la mauvaise utilisation de l'intelligence artificielle qui est faite par les pouvoirs publics et qui porte atteinte aux droits fondamentaux des individus, quelles que soient leurs origines. Sachez qu'il est vraiment urgent de plaider pour des réglementations strictes et protéger les droits humains. Si vous pensez que des personnes autour de vous sont susceptibles d'être victimes de discrimination causée par l'IA dans l'accès aux services publics, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo afin qu'elles puissent à leur tour bénéficier de toutes ces informations et des solutions proposées. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à liker la vidéo. Avant de nous quitter, je nous invite à méditer sur la citation suivante de Kofi Annan. Je cite « L'égalité devant la loi est un principe fondamental de toute société démocratique. » Fin de citation. Je nous invite tous, ensemble, à faire valoir nos droits. À bientôt.